Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre participation à notre webinaire sur le recouvrement des créances impayées dans les institutions financières, les étapes essentielles à suivre. Merci encore de nous faire confiance. Comme vous l'avez constaté ces derniers moments, nous avons choisi de réaliser, de faire certain nombre de webinaires pour sensibiliser, renforcer un peu les capacités des acteurs des institutions financières, mais aussi montrer un peu les capacités, les compétences de notre cabinet, les ressources que nous avons à notre disposition et qui pourront contribuer au renforcement des capacités des acteurs de ces institutions financières dans le but d'améliorer leur performance. Alors, une fois encore, merci d'être là. Et je voudrais m'assurer que vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous voudrez bien me l'écrire dans la boîte chat. On a choisi pour des questions de fluidité de couper les micros, les haut-parleurs des participants. Et après la présentation, on pourra vous donner la possibilité de parler ou d'écrire aussi par boîte chat. Alors, dites-moi par boîte chat si vous m'entendez. Ok, parfait. Je pense que tout le monde m'entend. Alors, notre animateur de ce jour, M. Saizonou, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Monsieur Saizonou, vous m'entendez? Je vous entends et vous? Ok, je vous entends aussi parfaitement. D'accord, ok. Donc, à bientôt. Alors. À tout à l'heure pour votre présentation. Donc, comme nous avons déjà assez de participants, on peut démarrer la séance. Je pense que tout le monde m'entend parfaitement bien. Donc, nous pouvons démarrer la séance. Ok, une fois encore, merci à tous pour votre présence. Et merci aussi à M. Saizonou, M. Luc Saizonou pour sa disponibilité à nous accompagner sur ce webinaire. Comme vous le savez, les impayés constituent, le risque des impayés constitue un des risques majeurs de toute institution financière et leur gestion constitue alors une activité sensible et importante au niveau de ces institutions. Et bien les gérer est encore plus important parce que ça permet à l'institution d'éviter, de limiter ses risques et aussi de pouvoir améliorer ses performances. Et il se fait que dans l'espace OHADA, de ces pays, des pays qui sont membres de l'OHADA, le recouvrement des créances, notamment le recouvrement judiciaire, est réglé par les dispositions de l'OHADA. Et tout le monde n'a pas souvent la maîtrise de ces dispositions. Et nous avons choisi pour montrer un peu ce que nous disposons comme expertise, parce que conformément à notre devise, toutes les expertises sont à votre portée. Donc, nous voulons, à travers ce webinaire, vous montrer que nous avons aussi des expertises dans ce domaine de recouvrement de recouvrement judiciaire conformément aux dispositions de l'ADA. Donc, aujourd'hui, l'expert que nous avons qui va nous accompagner sur ce webinaire, c'est Luc Saizonou. On va y revenir. Alors, le cabinet FSH Expertise, c'est quoi? C'est un cabinet qui est basé au Bénin et qui veut accompagner l'agilité des organisations dans la transformation et l'amélioration des performances surtout et la satisfaction de la clientèle. Donc, c'est face à un environnement changeant, il est de devoir des institutions de pouvoir s'adapter dans le but
d'être plus performants, mais également de satisfaire les clients qui sont la raison d'être généralement de toutes les institutions, qu'elles soient financières ou non. Alors, les services que nous offrons des services d'études, nous offrons des formations, nous offrons des assistantes en matière de gestion des ressources humaines. Nous pouvons vous assister aussi dans le développement des services financiers digitaux. Nous pouvons vous accompagner dans la communication digitale et l'organisation des événements techniques ou institutionnels comme les AG, comme des conférences thématiques. Nous pouvons vous aider dans ce domaine. Et nous avons aujourd'hui une orientation qui va vers la microfinance parce que la plupart des animateurs de ce cabinet, pour le moment, sont des professionnels du secteur de la microfinance qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous avons déjà réalisé un certain nombre de prestations pour des projets comme Adapami, pour les APSFD dans tout l'espace sur moi. Nous avons déjà travaillé pour le centre de formation de profession bancaire, pour le PAM, le WFP et le FM au Congo et aussi ADA, qui est aussi une organisation d'assistance technique et financière aux institutions. Donc, voilà un peu présenté brièvement. Nos contacts sont là. On a quelques problèmes avec notre mail. Donc, vous pouvez nous écrire sur mon mail personnel qui est sylvestre.fr. Merci beaucoup. Encore une fois, nous allons passer à la communication, au thème du jour. Mais avant, comme je le disais, nous avons notre expert, M. Luc Saizono, qui a une longue expérience dans le secteur de la microfinance, dans la gestion de microfinance, mais aussi dans la gestion du recouvrement. Et il a été l'un des tout premiers animateurs d'un service juridique qui se chargeait de recouvrement dans une institution de microfinance au Bénin et peut-être dans l'espace sur moi. Donc, il a réalisé beaucoup de formations dans ce domaine, par exemple dans le cadre de la mise en œuvre des actions du projet MC Bénin. Il a animé plusieurs ateliers de formation sur le recouvrement, les procédures simplifiées de recouvrement dans l'OADA, à côté d'un magistrat. Et cette formation lui a permis de rencontrer les institutions de microfinance, mais aussi les acteurs judiciaires. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision globale de ce que représente le recouvrement pour les institutions de microfinance, mais aussi pour les acteurs du système judiciaire. Donc, c'est cette expérience qu'il va partager avec nous aujourd'hui. Donc, vous pouvez, à la fin de cette présentation, vous pouvez poser vos questions. Mais si pendant la présentation, vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer ça par boîte chat. Donc, vous pouvez voir mon nom, je suis le conférencier, Fonton Sylvestre Ronvaux, et nous allons pouvoir lui transférer les questions. Mais à la fin, ceux qui sont encore là et qui veulent partager, qui veulent poser des questions, on peut leur passer le micro pour qu'ils puissent poser directement leurs questions. Alors, M. Saizono, vous êtes là, est-ce que vous m'entendez? M. Saizono? M. Saizono, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et vous? Je vous entends bien. Oui, je vous entends. OK. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, je voudrais vous inviter alors à démarrer votre présentation. Et si vous avez un mot à Merci, Monsieur Fanton. Avant de démarrer, vous pouvez y aller. Merci, Monsieur Fanton. Moi, Luc Saizono, je suis le formateur de cette session de webinaire. Monsieur Fanton a bien voulu me présenter. Et
Et je souhaite, au terme de cette formation, que les participants puissent poser des questions qui les intéressent, comme M. Tonton l'a dit. Il y a comme un bruit de fond chez vous là-bas. Est-ce que vous pouvez le couper d'abord? Il y a un bruit bizarre là. Attends, je veux. Je ne sais pas si vous avez à la fois le téléphone et l'ordinateur allumé là. Attendez. Donc, comme je le disais, je m'appelle Luc Sosten Saezonou, je suis juriste, expert en microfinance et formateur à des occasions. Monsieur Sylvestre m'a déjà présenté, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je m'aurais demandé aux participants de patienter afin de poser leurs questions à la fin pour que je puisse apporter des réponses. Ce que je vais délivrer ce soir tournera essentiellement autour des créances impayées et des institutions financières, notamment des institutions de microfinance, les SFD, dans lesquelles j'ai fait la plupart du temps, soit en tant que responsable de recouvrement, soit en tant que directeur général ou directeur exécutif. J'ai eu également à travailler dans des cabinets d'avocats et d'huissiers de justice où j'ai fait un long moment, ce qui m'a permis aujourd'hui, en dehors de tout ça, lorsque je me suis situé en dehors de tout ça là, de pouvoir faire, disons, le lien entre le recouvrement des créances à l'intérieur d'une institution de microfinance et l'institution financière que je vais dire, et le recouvrement au niveau des cabinets, le suivi au niveau des cabinets d'avocats, par exemple, et l'exécution au niveau des cabinets d'huissiers de justice. Et je peux dire que mon expérience va être largement partagée avec vous. Ainsi, par rapport à ce thème que je vais développer avec vous, c'est-à-dire les créances impayées dans les institutions financières, quelles sont les étapes pour en faciliter le recouvrement? Voilà globalement ce qui est à dire pour en faciliter le recouvrement. Le recouvrement étant une activité inhérente même à l'activité de crédit, je vais dire, pour commencer, que les créances en impayées constituent l'une des premières causes de vulnérabilité des institutions financières, notamment des SFD. Et pourquoi? Les dirigeants des institutions financières n'ont pas souvent le temps, le moyen financier, ni les moyens financiers, ni humains pour gérer les risques clients et les impayés qui surviennent de sa non-maîtrise. On va voir plus tard pourquoi ces dirigeants n'ont pas le temps pour gérer les risques liés aux clients, à la mise en place du crédit pour un client ou pour les clients, et les impayés qui surviennent plus tard. Les questions de la gestion du risque client, parce qu'il s'agit de ça fondamentalement. Il s'agit de voir dans quelles conditions on recrute un client, dans quelles conditions sa demande de crédit est analysée, comment elle est acceptée, comment le client est déboursé et comment on fait le suivi après déblocage et également le recouvrement après si les impayés interviennent. Comment donc maîtriser ce poste client qui nous semble essentiel, qui nous semble à la base de tout, parce que c'est les clients qui constituent l'essentiel des activités qui permettent aux institutions financières d'exercer l'essentiel de leur activité de crédit. Si le poste client se trouve mal géré, les institutions peuvent se trouver à long terme confrontées à de graves difficultés.
Mais avant, il est question, en ce qui nous concerne, parce qu'on va aborder un certain nombre de termes. Il faut qu'on puisse donner de toutes petites définitions pour clarifier et pour informer les uns et les autres. Il s'agit des définitions pour informer. Et on va parler souvent de l'OADA. L'OADA est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Les actes uniformes. On va parler des actes uniformes parce que c'est au travers des actes uniformes que les tests à respecter pour harmoniser le droit des affaires en Afrique, et les textes sont pris. Donc, on va parler des actes uniformes. Ces actes uniformes sont des actes pris pour l'adoption des règles communes des États partis au traité relatif à l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Les parties au traité sont au nombre de 17 aujourd'hui. L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution organise les procédures qui sont autour du recouvrement. Il s'agit de recouvrement, essentiellement du recouvrement judiciaire. Et le post-client, ce qui nous intéresse aujourd'hui, regroupe l'ensemble des factures émises par l'entreprise. S'il s'agit des institutions financières, il s'agit des contrats de prêt sur les clients. La gestion de du poste, c'est le suivi de l'émission des factures, le suivi du contrat de prêt, par exemple, l'encaissement et le recouvrement. Un débiteur, on va souvent parler des débiteurs. Le débiteur, par exemple, désigne la personne physique ou morale. Elle peut être physique, c'est-à-dire un individu. Il peut être moral, c'est-à-dire le débiteur, une personne morale, une entreprise qui doit quelque chose à un créancier. Un créancier désigne une personne physique. Ça peut être un individu qui donne du crédit à quelqu'un ou bien qui vend quelque chose à quelqu'un, ou moral, une entreprise à laquelle quelque chose est dû par le débiteur qu'on a vu en haut, qui est une personne physique qui doit quelque chose, ou encore une personne, une entreprise qui détient une créance sur un débiteur et qui recevra en principe le paiement. Une créance. Une créance est une somme d'argent due par un débiteur, un client par exemple, une entreprise, suite à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'un service. Une créance impayée est une créance qui n'a pas été payée à l'échéance. Une échéance est la dette à laquelle expire un délai en fin de période, indique la date à laquelle une opération doit être réalisée. Par exemple, si le débiteur doit vous payer un 5 du mois, donc c'est le 5 l'échéance du crédit, par exemple. Le remboursement d'une créance, il peut être obtenu soit amiablement, soit après mise en demeure, soit à la suite d'une instance de paiement et éventuellement la mise en œuvre d'une procédure d'exécution. Amiablement, une créance, le remboursement, lorsque il y a un impayé, après la mise en place de toute une procédure, malgré ça, il y a un impayé, alors il y a ce qu'on appelle le recouvrement amiable qui commence par les appels, par exemple, etc. Lorsque ça échoue, on passe à une autre phase, mais lorsque ça réussit, c'est un recouvrement qu'on fait. On fait une mise en demeure. On demande à la personne de façon insistante de payer et c'est la mise en demeure. Si après la mise en demeure, la personne paye, c'est un recouvrement de créance également. Soit à la suite d'une instance en paiement. Là, on va devant la juridiction, soit par l'injonction de payer, soit par une assignation en paiement et au bout du rouleau, le client paye, ou éventuellement par la mise en œuvre d'une procédure d'exécution. La procédure d'exécution, c'est l'exécution de la décision de justice qui est obtenue après s'être adressé à une juridiction. Donc, la procédure d'exécution, elle se fait généralement par voie d'huissier. Le recouvrement de créance est une activité, une démarche clairement encadrée par la loi. Comme vous pouvez le savoir, le recouvrement de créance, c'est une activité très sensible. Donc, il est encadré par la loi. Nous allons, dans la suite de notre intervention,
voir les différentes étapes à mettre en œuvre par les institutions financières, notamment les institutions de microfinance, pour pouvoir recouvrer les créances, lorsque ces créances-là tombent en impayé, lorsqu'il y a impayé. Ces différentes étapes, il y a celles qui concernent les mesures pro qui sont mises en avant la mise en place du crédit, qui concernent le client, qui concernent l'activité du client, qui concernent l'environnement dans lequel ce futur client vit, etc. Les mesures à mettre en œuvre et la mise en œuvre aussi des mesures pour le décaissement du crédit, pour l'acceptation des éléments de crédit et le suivi. Et lorsqu'il y a un impayé, lorsque l'impayé survient, malgré tout, les procédures à mettre en œuvre en termes de recouvrement amiable et judiciaire. Pour les institutions financières et pour toutes les entreprises d'ailleurs, ce qui serait normal, ce qui est normal, ce qui est conseillé, c'est que ces entreprises mettent par écrit, dans une procédure claire, au travers d'une politique de recouvrement, l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre lorsque ces institutions peuvent mettre un crédit en place. Il s'agit d'une gestion efficiente du poste client des institutions financières. La gestion donc du poste client des institutions financières est constituée de l'ensemble des procédures à mettre en place pour le suivi des étapes de recrutement du client. Ça, c'est essentiel. De l'analyse de sa demande de crédit, de l'acceptation de sa demande, de la signature du contrat, de la prise de garantie, de la réalisation de tableau d'amortissement et de sa signature, et du décaissement, du suivi de remboursement et des différentes relances. En fait, la maîtrise du poste client suppose que l'institution financière a encadré la procédure à suivre dans un document, les démarches à suivre pour parcourir toutes ces étapes. Il s'agit des outils efficaces de prévention, la mise en place d'une politique d'analyse de gestion des risques, constituer un dossier de recueil d'informations avec un certain nombre de pièces justificatives. Ceci est essentiel de prévoir la mise en place des recueils d'informations. Et cela va intervenir lorsque un impayé va apparaître. Ça va apparaître lorsque ce recueil d'informations en termes, par exemple, d'adresse du client, lorsque le client va disparaître, lorsqu'on ne connaîtra plus là où le client réside, ou lorsqu'il y aura dysfonctionnement entre le service financier et le service commercial, on puisse rapidement, en consultant le système d'information, trouver rapidement les informations qui puissent permettre de joindre ce client pour pouvoir faire les opérations de recouvrement. Identifier les critères de risque propres à l'institution financière. Chaque institution financière doit pouvoir définir dans un document également, avant de lancer le recrutement de clients, les risques propres à l'institution. Je prends par exemple les institutions de microfinance qui, dans leur démarche, savent pertinemment que l'information qu'ils sont en train de recueillir auprès du client ne sont pas des informations exactes. Dans ce cas-là, ces institutions financières doivent mettre en place d'historique sur chaque type d'activité qui leur permettent de voir si ce que le client est en train de déclarer est conforme à ce qui a été déclaré avant et comment ce qui a été déclaré avant un client qu'on a décaissé s'est comporté. C'est pourquoi il faut avoir des critères liés à chaque risque. Je prends l'exemple, si je prends un exemple, par exemple, ici, dans notre pays, au Bénin, à Cotonou notamment, on sait, et dans les institutions de microfinance, ce qui est constant, c'est que lorsque vous voulez financer une activité de vente des produits manufacturés, par exemple, chez un détaillant, la marge bénéficiaire tourne autour de 10 à 12%. Lorsque ce client vous déclare que sa marge bénéficiaire est autour de 15%, vous êtes obligé de le réencadrer en même temps parce que l'expérience vous a montré avec un historique très clair que c'est autour de 10%
12% que ça se tourne. Donc, il faut avoir des critères qui permettent de limiter les risques. Donc, c'est dans un document précis, compte tenu de votre expérience, donc, et construit par rapport à cela un indice, l'indice de confiance de l'institution. Lorsque vous avez l'habitude de voir des gens vous dire des choses, des clients qui vous disent des choses qui ne sont pas conformes à l'ensemble de ce que vous avez l'habitude de retenir, il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir confiance à ce client. Et c'est par rapport à ça qu'il faut établir et construire cet indice. Allô, M. Cézanne, on ne vous entend plus. Oui, il y avait un problème ici. Construire l'indice de confiance, c'est par rapport à cela. Il faut que chaque institution puisse, avec les informations, avec l'historique qu'elle détient, puisse avoir des indices de confiance pour pouvoir mettre en place les crédits. Et ceci doit être dans des documents très précis pour pouvoir. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Étape 2, démarche prospective de mise en place de crédit. Donc, les clauses rendant facile le recouvrement. Lorsqu'on a fait le travail par rapport à la mise en pour limiter le recrutement de crédit, c'est-à-dire pour limiter la consommation d'informations adverses, il faille, dans ce cas-là, prévoir des clauses lorsqu'on a accepté de mettre en place le crédit, les clauses dans le contrat qui permettent, en fait, lorsqu'il y aura un impayé, de faciliter le recouvrement des impayés. Et c'est en cela qu'il faut mettre dans un contrat l'identité complète du client, l'adresse exacte et complète de l'adresse de ses parents et proches, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier le domaine dans lequel on opère, c'est les clients. Il peut se déplacer, il y a la mobilité. Donc, il faut pouvoir non seulement prendre l'adresse des clients, mais prendre l'adresse de son conjoint, de ses enfants et de tous ceux qui sont lui proches, qui sont proches. La pratique aujourd'hui, c'est de prendre également au moins 2 photos de ce client-là. Une photo en identité simple et une grosse photo qui permettent de retrouver le client lorsque le client disparaît. Tout ça, là, il faut prévoir ça dans un manuel pour pouvoir, au moment de recouvrement, au moment de relancer le client, le retrouver facilement. Les modalités précises de remboursement, ça doit être dans un tableau d'amortissement, ce qu'on appelle communément un échéancier, où le client connaît la date à laquelle il doit pouvoir payer tel montant et signer les clauses de déchéance de terme. Les clauses de déchéance de terme, c'est des mesures de pression sur le client que lorsque un crédit est, par exemple, une échéance est en retard de tel nombre de jours, l'ensemble du crédit devient exigible, du montant à payer devient exigible. C'est des clauses qui font la pression sur le client et qui ont leur utilité pour pouvoir réduire les impayés, mettre la pression sur le client pour éviter les impayés. Les clauses pénales, c'est prévoir le montant de la pénalité lorsque la personne est en impayé, etc. Les clauses de recette de propriété, lorsque le crédit a été mis en place pour l'achat d'un équipement, par exemple, l'institution doit déterminer qui est le propriétaire au moment de l'achat pour pouvoir, lorsqu'il y aura impayé, aller chercher l'équipement pour vendre et pour se faire payer sur le prix parce qu'elle est propriétaire de cette institution. Donc, c'est dans les clauses qu'il faut le prévoir et il faut le prévoir en amont. Les clauses résolutoires, quels sont les éléments qui entraînent la résolution du contrat, quels sont les comportements qui entraînent la résolution du contrat. On doit pouvoir
prévoir ça et mettre dans le contrat des clauses compromissoires. Par exemple, on doit pouvoir dire que dans un contrat, pour en faciliter le recouvrement, lorsqu'il y aura un payé, qu'on désigne un arbitre qui va intervenir lorsqu'il y aura des difficultés d'exécution de ce contrat. Les clauses attributives de compétences en cas de litige. En cas de litige, on va déroger à la règle d'ordre général pour désigner une juridiction, pour dire que telle juridiction est compétente lorsqu'il y aura litige. La prise de bonnes garanties tirée des sûretés prévues par l'acte uniforme de l'OHADA. Dans ce cas-là, il est important de souligner que les institutions financières doivent se conformer, doivent inscrire leur action dans le respect strict de la légalité. Et la légalité aujourd'hui dans l'espace OHADA, c'est les sûretés prévues dans ces tests. Donc, les institutions microfinances doivent pouvoir, et les institutions financières doivent pouvoir le faire à leur risque et péril. S'ils doivent recouvrer facilement après, ils doivent pouvoir s'inscrire les garanties prises dans celles prévues par les sûretés de l'acte uniforme. Aujourd'hui, dans les institutions, notamment les SFD, les institutions de microfinance, les institutions prennent des cautions solidaires, c'est-à-dire les gens se cautionnent mutuellement entre eux et lorsqu'il y a un payé, on s'adresse à une autre. C'est une technique de garantie, mais elle n'est pas prévue par les sûretés. Donc, par rapport à ça, elle s'inscrit en marge de la loi et nous ne pouvons que conseiller les institutions financières à inscrire leur action dans le respect de l'égalité, de la légalité qui existe aujourd'hui. La signature du contrat de prêt par les parties prenantes. Il faut veiller et il faut prévoir là où les gens vont signer aussi bien le contractant que le créancier va signer sur le contrat de prêt. Donc, c'est très important en matière de preuve de la créance lorsqu'il y aura un payé. Mise en place de bonnes pratiques. Donc, dans les institutions de microfinance, il est important et je dirais même capital d'instituer et d'avoir une liste de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour que les impayés n'apparaissent pas en grand nombre et un jour affectent et obèrent considérablement la trésorerie de cette institution. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, lorsque une institution financière donne de crédit, de l'argent à un client, il emprunte, il dégage une partie de sa trésorerie qu'il donne au client à gérer pendant peut-être 30 jours, 60 jours, 12 mois, 24 mois, voire 36 mois, etc. Et lorsque la trésorerie serait tout le temps dehors et ne reviendrait pas parce qu'un crédit, c'est un voyage à le retour, lorsqu'il n'y aura pas le retour régulièrement et ce sera toujours un voyage en aller, du coup, l'institution à terme ne pourra plus faire face elle-même à ses engagements. Au nombre de ses engagements, par exemple, c'est le renouvellement des crédits au nouveau entrant. Au nombre de ses engagements, payer son personnel. Au nombre de ses engagements, par exemple, payer les charges liées à son exploitation. Donc, ces institutions, c'est pourquoi il est important de mettre en place de bonnes pratiques. Éduquer avant tout les clients. Éduquer les clients et les former. Éduquer les clients à bien gérer leur crédit. Les former par rapport à tout ce que l'institution prévoit lorsque ces clients seront en impayés. Ceci est important au regard de notre propre expérience en nous. Lorsque l'institution dans laquelle on était en premier, en amont, lorsqu'on avait commencé, il était question d'éduquer correctement les clients, les former avant le déboursement de clients. Le taux d'impayés était relativement nul. Mais lorsque, à un moment déterminé de notre histoire, de notre évolution, de l'institution dans laquelle j'étais ou dont je parle aujourd'hui, on a reçu beaucoup de l'argent d'une institution financière de l'extérieur et il fallait placer ces institutions, il fallait placer cet argent parce qu'il faut rembourser avec des intérêts, avec un différé déterminé. On a sauté un certain nombre d'étapes pour permettre le recrutement d'un certain nombre de clients. On avait des taux à atteindre, on avait fixé des taux aux agents de crédit
Et du coup, ils ont fait intégrer beaucoup de clients. Il y a eu beaucoup de sélections adverses parce qu'il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas de formation. Lorsqu'il n'y a pas de formation, d'éducation et le client tombe en impayé, c'est qu'il vous dit qu'il n'est pas informé de ce que l'institution fait lorsque il y a tel problème. Il s'offusque même qu'on puisse l'appeler pour demander à l'approche d'une échéance, pour lui demander que demain, par exemple, vous allez payer, ou bien à l'échéance, ah, monsieur, je vous rappelle que vous n'avez pas payé et que comment, etc., etc. Jusqu'à 18h, par exemple, vous n'avez pas encore payé alors qu'on veut fermer nos guichets. Donc, il s'offusque parce qu'il n'a pas été éduqué. Il n'a pas été formé, il n'a pas été éduqué. Lorsque vous lui donnez des crédits, par exemple, il peut détourner ça pour faire d'autres affaires. Il n'a pas éduqué. Il n'est pas éduqué aussi parce que, par exemple, il ne sait pas que l'agent de crédit qui va vers lui, il est payé par l'institution. Il ne peut pas lui donner de l'argent. Donc, eux, ils donnent de l'argent parce qu'ils veulent que l'agent de crédit accélère leur dossier, qu'ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Donc, il faut éduquer les clients dans tous les sens, en termes d'éthique, en termes de connaissance, de tests, en termes de gestion de leurs propres affaires, mettre en place une politique de la carotte et davantage que de bâton. Tout le monde aime être récompensé. Lorsque dans les institutions de la place, certains clients sont récompensés du fait de leur bon comportement, vous allez constater qu'ils payent mieux davantage lorsque ces clients-là renouvellent le crédit. On peut instaurer dans les manuels de procédure de clients, de politique de client, d'octroi de crédit, par exemple, que lorsque le client paye bien et en renouvellement, un certain nombre de frais ne sera pas pris. Vous allez constater que ces gens de clients-là sont motivés, payent bien pour bénéficier de ces avantages-là. Donc voilà ce qu'il faut mettre, il faut prévoir et mettre pour empêcher, pour réduire un peu les impayés. Un système d'information qui donne des informations quotidiennement. Il faut prévoir et il faut le mettre. Ça, c'est le plus important. Il faut automatiser l'information pour un cycle performant qui donne des rapports précis sur l'activité, etc. Mettre en place une équipe pour la collecte efficace des informations des clients CP. Partager les informations justes, correctes, à jour avec les clients. Établir un calendrier de relance clair et sans contraintes. Établir un sans contraintes surtout lorsque vous avez une institution à gérer. Lorsque vous avez une institution à gérer et vous n'avez pas des procédures qui sont contraignantes, c'est que vous êtes sûr que ça va tomber à l'eau. Les gens ne vont pas vouloir bien respecter et du coup, il y a les impayés. Il faut rester professionnel. Il ne faut pas appeler les clients lors d'une relance, par exemple, et les injurier, par exemple. Il faut rester ouvert parce que certains clients ont des préoccupations, qu'ils souhaitent exprimer lorsqu'ils tombent en impayé, par exemple. Et il faut bien prendre en considération ces doléances. D'où il faut rester ouvert. Mise en place de bonnes pratiques. Ça continue, c'est la suite. Vérifier la satisfaction du client avant l'échéance. Pourquoi ça? C'est fondamental. Lorsque le client est décaissé et commence à, peut-être à la première échéance ou bien avant la première échéance, il y a d'une manière ou d'une autre, une façon de l'approcher, de lui écrire pour demander est-ce que la procédure de mise en place de crédit vous semble bien, etc. Est-ce que l'institution s'est bien comportée avec vous? Et le client répond favorablement, etc. Vous allez voir que ce client va bien payer parce que ce client est satisfait. Or, si ce client n'est pas satisfait, il y a eu des problèmes, des goulots d'étranglement de la mise en place de son crédit, ces goulots d'étranglement vont agir nécessairement sur le paiement du crédit. Il sera nécessairement en retard de temps en temps, il ne va pas bien se comporter. Relancez par écrit avec compréhension, montez la pression avec appel, devenez insistant et ferme dès le retard. Avoir de bonnes qualités d'information sur les impayés. Il faut avoir de bonnes qualités d'information. Il ne faudrait pas avoir une information que vous avez au niveau de l'institution et communiquer une autre information parce que le client a une autre information là-bas. Ça crée de la zizanie et que le client refuse carrément de payer. Et vous êtes obligé de négocier ou bien d'aller carrément au niveau de la juridiction pour pouvoir vous séparer. Produire au quotidien des rapports de gestion de portefeuille.
le système d'information de gestion doit pouvoir produire. Les rapports de gestion sont des rapports qui permettent de gérer l'institution jour à jour, de tous les jours. Quelle est la situation des impayés? Quelle est la situation des clients de portefeuille qui ont tel montant et au-delà, etc., etc. Donc, la segmentation de clients, etc., et leur comportement. Produire les rapports de risque, prévoir les résultats de recouvrement. Ces rapports de risque prévoient les résultats. Lorsque ces résultats ne sont pas atteints, ça, c'est des rapports de la direction pour pouvoir contrôler. Et c'est pour ça que si tout à l'heure est mis en place, la direction aura la capacité de faire le suivi. Le temps qui lui manquait, qui ne lui permet pas de suivre le poste client, il va trouver le temps avec l'automatisation de ces genres de choses avec le SIG et il aura les rapports de suivi, les rapports de gestion, les rapports de données, les bases de données, les rapports de risque, etc. et définir les stratégies de recouvrement avec une méthodologie claire, avec un guide de contact, avec des scénarios de relance de la situation, avec les segments, une segmentation de la base de données des clients. Parce qu'il y a une base de données qu'il faut conserver, il faut segmenter selon les montants, selon les activités, le comportement de chacun. Lorsque l'institution financière a mis en place toute cette procédure tendant et a suivi ces procédures par ses agents, du coup, il n'y aura pas beaucoup d'impayés. C'est ce qui est espéré et c'est sûr. Au regard de notre propre expérience, lorsque nous, on a voulu élargir notre base de clientèle et on a enlevé un certain nombre de garde-fous, il y a eu beaucoup d'impayés. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir beaucoup de clients. C'est difficile aux commerciaux de recruter un client, mais il faut l'accepter hein, que lorsque ce client n'est pas dans votre moule, de le laisser et de continuer. Ça va, c'est pour l'avenir que vous jouez dans ce cas-là. Donc, il ne faut pas recruter n'importe qui dans le portefeuille. Et lorsque, malgré la mise en place de tout, le suivi rigoureux de tout ce que vous en a dit en amont, à la première étape et à la deuxième étape, il y a quand même les impayés. Il faut pouvoir les recouvrer, d'où le recouvrement amiable. Il faut commencer d'abord par le recouvrement amiable. Donc, le traitement de l'impayé peut se gérer à l'interne, à travers une équipe de recouvrement prévue et mise en place par le créancier. Ce sont des relances orales et la mise en demeure de courrier simple et la sommation de payer du C. On peut utiliser, au lieu d'envoyer une mise en demeure, on peut utiliser le C pour envoyer une sommation. Ça a le même caractère, seulement que la sommation du C a quelque chose d'officiel et ça permet au client de réagir. Sinon, la mise en demeure et la sommation jouent le même rôle, les mêmes caractéristiques. Les différents types de relance. Donc, lorsque le client est réellement en impayé, ce qu'on avait prévu avant, ce qu'on avait prévu dans les documents, de manuels de politique, de manuels de procédure de recouvrement, les relances téléphoniques, il faut le faire. Les relances téléphoniques, il faut le faire. Les relances par courrier, il faut le faire. Les relances face à face. C'est-à-dire, lorsque le client veut tomber ou bien a une échéance d'impayé, il faut le relancer au téléphone, il faut savoir, il faut prévoir tout ce qu'on peut dire à ce client pour ne pas créer d'autres problèmes. Et il faut faire par l'écrit, et il faut aller rencontrer le client soit sur son site d'activité, soit dans son bureau, ou aller carrément à son domicile pour le rencontrer lorsqu'il n'est pas trouvé sur son site d'activité. On peut faire toutes les relances MIS, à la fois appel téléphonique, courrier et rencontrer le client. Tout ça, là, ça participe. C'est des techniques de relance de clients, ça participe au recouvrement. La mise en demeure et la sommation de payer. Donc, on avait dit tantôt, j'étais intervenu sur ça. Donc, la mise en demeure, lorsque vous avez relancé en téléphonant, en envoyant des courriers, en essayant de rencontrer le client, en le rencontrant, et il ne arrive pas à payer, il ne fait pas le geste parce que la finalité, c'est d'avoir permis. Alors là, on passe à une phase supérieure qui est la mise en demeure de payer. Hein?
qui a avantage de faire courir les intérêts moratoires. J'avais parlé de la sommation des pays, la médiation. Avant d'entamer toute action, par exemple, lorsqu'il est prévu dans le contrat qu'il y a quelqu'un, une tierce personne qui peut intervenir pour régler le problème parce que les deux parties ne souhaitent pas aller devant les juridictions, alors le médiateur intervient, un médiateur indépendant, et accompagne les parties opposées pour trouver une solution. Si aucune solution amiable n'a donné de résultat, on n'a plus le choix. Il faut passer à la phase offensive. L'institution financière attaque donc en justice. D'où la justice maintenant après la médiation qui est tentée, qui est une façon aussi prévue dans les procédures, qui est une procédure prévue dans les documents qu'on peut mettre en œuvre. En attendant, si ça marche, alors là, on n'a pas besoin d'aller à la justice. Mais lorsque ça ne marche pas, tout le monde s'entend qu'on peut aller à la justice. Tout l'institution financière doit attaquer en justice. Le recouvrement judiciaire, c'est l'étape 4 qu'il faut suivre. Et ce qu'il faut faire dans cette étape, la première chose à faire en tant qu'agent de recouvrement, c'est qu'il faut vérifier d'abord si notre créance impayée peut être recouvrée juridiquement. Recouvrer juridiquement, la loi l'a prévu, l'acte uniforme l'a prévu sur les procédures de recouvrement, c'est qu'il faut que la créance soit certaine. Ça, c'est prévu dans tous les textes, notamment le Code civil d'avant. Il faut que la créance soit liquide et la créance soit exigible. Exiger, c'est-à-dire à la date où vous voulez faire le recouvrement, les échéances sont déjà passées, etc. Il ne peut pas en être autrement. De toute façon, si on a suivi toutes les procédures jusque-là, on a relancé, on a fait, c'est parce que le client est en impayé, l'échéance n'a pas été payée, qu'on a relancé, on a fait, etc. Donc, exigible liquide, parce que ça, c'est un montant déterminé qui est liquidé et est certain parce que la créance est certaine. On peut voir la créance qui est en impayé. Voilà globalement ce que la loi prévoit pour que la créance soit juridiquement recouvrée. Et l'OHADA, dans les actes uniformes, a exigé aussi quelque chose de fondamental. Il faut que la créance soit issue, soit une créance contractuelle ou un effet de commerce, ou issu d'un effet de commerce, ou d'un chèque tombé en impayé, soit pour insuffisance de provision ou pour absence de provision. À cet égard, il faudrait attirer l'attention des uns les autres pour dire que le chèque, lorsque ça tombe en impayé et la banque vous donne un petit papillon, ce n'est pas ça qui va vous permettre de recouvrer. Il faut protester, il faut aller dans un cabinet d'huissier, appeler un huissier ou le voir pour qu'il fasse le procès. Si vous ne voulez pas avoir un huissier, les notaires également peuvent le faire. Donc, vous faites un procès, ce qui vous permet d'avoir les documents à présenter au juge lorsque vous irez à la phase supérieure devant le juge pour pouvoir chercher à obtenir un titre exécutoire aux fins de saisir les garanties, les sûretés que vous avez préalablement prises dans la mise en place du crédit. Donc, il y a une étape également à suivre. Il faut choisir la procédure à mettre en œuvre. La procédure idéale, qui est simple, c'est l'injonction de payer. Il faut pouvoir, dans votre équipe, pouvoir avoir la capacité de faire le choix de la procédure. Donc, la procédure d'injonction de payer. Mais avant, on peut décider au niveau de l'institution de faire ce qu'on appelle la transaction. C'est pour toujours ne pas aller devant la juridiction avec tout ce que ça comporte, comme retard, etc., comme perte de temps. C'est un mot de règlement amiable, les conflits. Le débiteur, par exemple, et le créancier, les parties ne vont pas devant la juridiction, mais vont tenter de mettre
fin à leur conflit en trouvant un accord négocié entre elles. Elle est sanctionnée par un écrit. Un écrit parce qu'une transaction ne peut jamais être orale. La loi est claire là-dessus. Une transaction est écrite. De deux, une transaction est différente de la médiation qu'on avait vue tout à l'heure, puisque la médiation, c'est prévu et c'est quelqu'un qui est tiers au contrat, qui intervient, qui est indépendant, qui intervient pour mettre ensemble, pour mettre en plan niveler les contradictions et mettre ensemble les deux parties pour qu'on trouve un terrain d'entente pour payer. Ici, maintenant, il s'agit essentiellement du créancier et du débiteur qui s'entendent sur une façon de faire disparaître le litige. Donc, le litige naît et ils s'entendent que le conflit doit cesser en trouvant un accord négocié. En ce cas, précisément, les parties perdent un peu pour pouvoir avancer. Voilà rigoureusement ce que c'est que la transaction. Si ça là échoue, on peut aller à l'injonction de payer. L'injonction de payer, par exemple, c'est ça se fait généralement par un huissier, un avocat, etc. Mais l'équipe mise en place à l'intérieur de l'institution également peut faire l'injonction de la requête aux fins d'injonction de payer en y ajoutant, parce que c'est elle qui connaît totalement l'historique du crédit, qui sait ce que c'est que le crédit, comment le crédit s'est déroulé, comment les incidents successifs se sont produits et qui peut, en ce cas-là, précisément, rédiger une requête aux fins d'injonction de payer à déposer au greffe pour que le président du tribunal puisse signer l'ordonnance aux fins d'injonction de payer qui se trouve en bas de la requête. Et cette ordonnance est à signifier par voie d'huissier. Et si le client ne réagit pas au bout d'un certain délai, alors il ne fait pas opposition, alors il y a demande à la juridiction de l'apposition de la formule exécutoire et du coup, le titre tant cherché pour pouvoir exécuter, c'est la formule exécutoire, on la en met et on exécute. Mais lorsque le client est impayé, le débiteur réagit, alors dans ce cas-là, il faudrait nécessairement aller devant la juridiction pour la contradiction. Parce que l'injonction de payer a quelque chose de fondamental. C'est que vous obtenez une décision de justice, un titre exécutoire sans contradiction. Ici, il faut aller à la procédure de contradictoire. Et l'assignation en paiement peut nous permettre également d'aller devant les juridictions lorsque on assigne les clients. Et ça dépend de la procédure choisie. C'est qu'on avait dit tantôt qu'il faut bien choisir la procédure. Lorsque vous choisissez l'assignation, vous allez et il y a la contradiction qui naît, il y a le référé qu'on peut faire, il y a la provision qu'on peut demander, etc., etc. Donc, on peut choisir, comme je disais tantôt, la procédure de l'assignation en paiement. L'assignation en paiement est là de procédure adressée par l'institution au client en impayé par l'intermédiaire d'un CEC pour l'inviter à comparer devant une juridiction compétente. Donc, il y a plusieurs types d'assignations, etc., selon le but qu'on vise. Or, comme ce n'est pas essentiellement une procédure mise en œuvre à l'intérieur de l'institution financière, du SFT, on va pouvoir passer, on va remettre ça aux avocats et pour pouvoir le faire. C'est une procédure essentiellement d'avocat, l'assignation en paiement. Donc, voilà globalement ce qu'il faut faire. Mais lorsque vous avez traversé toutes ces étapes et vous avez le titre exécutoire, il faut l'exécuter. Parce que le but final, c'est de faire payer, de se faire payer en tant qu'institution financière pour pouvoir continuer ses activités, reprendre l'argent et mettre ça en activité pour pouvoir continuer. Donc, voilà globalement ce que le titre exécutoire, lorsque vous l'obtenez, le suivi rigoureux des étapes de recouvrement judiciaire aboutit au titre exécutoire élevé par la juridiction compétente. Cette décision, qui peut parfois être longue et périlleuse, doit être exécutée soit du gré du débiteur, soit il faut l'y contraindre. Il faut donc contraindre le débiteur à exécuter la décision de justice en mettant en œuvre des procédures tendant d'une part à la conservation de ses droits
telles que les saisies conservatoires pour disposer de privilèges sur certains biens du débiteur en cas de priorité de saisie. Ici, notamment, lorsqu'on fait les saisies conservatoires, c'est lorsqu'on n'a pas souvent une garantie, une sûreté précise, on n'a pas une garantie prise et qu'on se retrouve, on risque de se retrouver dans le camp des créanciers cryographés, c'est-à-dire les créanciers qui n'ont pas une sûreté propre à eux. Là, dans ce cas-là, on fait une saisie conservatoire pour pouvoir conserver ses droits et à terme pour pouvoir aller avoir les coups des franches pour pouvoir saisir et vendre. Voilà globalement ce qu'il y a à dire dans ce cas-là. Et on va, en termes de conclusion, on va retenir que le recouvrement des créances impayées est un processus méthodique et long. Et pour mettre en œuvre, il faut maîtriser un certain nombre d'aspects. Les aspects liés au comportement du client, les aspects liés à la santé financière du client, à l'environnement socio-économique et juridique dans lequel il opère ses activités, aux sûretés qu'il dispose et les bonnes techniques de négociation et la connaissance des méandres de l'appareil judiciaire. Le recouvrement des impayés fait partie intégrante des activités des institutions financières. En ce sens que s'il est négligé ou malmené, il est certain qu'à plus ou moins long terme, l'institution financière sera confrontée à d'énormes problèmes de gestion de trésorerie, induisant un besoin permanent de fonds de roulement. Le recouvrement des impayés, vu sous cet angle, doit donc être pris en charge par de véritables professionnels qui consacrent leur temps, la plupart de leur temps et leur énergie. Voilà globalement ce qu'on peut dire du thème qui nous regroupe cet après-midi, à savoir les créances impayées dans les institutions de microfinance, les différentes étapes. Et on a vu 5 étapes pour pouvoir bien recouvrer les créances dans les institutions financières et notamment les institutions qui opèrent dans l'espace OHADA, puisqu'on est dans cet espace-là. C'est pourquoi on a parlé essentiellement des tests qui régissent cet espace-là et du comportement à avoir. Je vous remercie. Bye bye. Alors, merci beaucoup, M. Saizonou, pour cette présentation. Alors, nous allons maintenant passer à l'étape des questions. Alors, ceux qui ont des questions, ils peuvent les envoyer dans la boîte chat ou lever la main pour que je puisse activer leur micro pour qu'ils puissent éventuellement poser des questions à M. Saizonou. Donc, on a vu quand même que le mouvement des créances est une activité sérieuse et qu'il y a des dispositions légales à respecter dans ce domaine. Alors, je voudrais rassurer les uns et les autres que l'enregistrement de la vidéo et ainsi que le support vous seront envoyés après, à la fin de ce webinaire et que vous pouvez accéder à toutes les vidéos de nos webinaires sur notre chaîne YouTube dont on va partager avec vous le lien. Une fois encore, merci pour la participation. Alors, ceux qui ont des questions, nous vous écoutons. Alors, il y a M. Sila Oura, merci d'abord pour la participation, qui voudrait avoir les différents types de sûreté qui sont aujourd'hui reconnus par l'OHADA. M. Saizonou, est-ce que vous pouvez nous dire exactement les différents types de sûreté qu'il y a au niveau de l'OHADA? Bon, d'entrée, je peux dire qu'il y a les sûretés mobilières et immobilières. Les sûretés mobilières, c'est ce qui concerne les biens meubles et qu'on peut retenir. Il y a le cautionnement qu'on peut avoir. Je n'ai pas ça en tête, je peux rapidement consulter. Les sûretés, parce que ce n'est pas l'objet de notre entretien de ce soir. Mais je peux renvoyer à l'axe uniforme portant les sûretés qui sont en fait des garanties à retenir. Portant des sûretés. Donc, il y a un certain nombre de sûretés
que les actes uniformes ont retenus. Il y a les sûretés personnelles, il y a les sûretés mobilières, il y a le nantissement sans dépossession, il y a les hypothèques. Donc, c'est ces sûretés-là qui sont retenues. Il y a la saisie, il y a les sûretés personnelles. Hein, monsieur, vous m'entendez? Il y a les sûretés personnelles. Il y a les sûretés mobilières. Hein, le droit de rétention, par exemple, le gage, le nantissement sans dépossession. Il y a les hypothèques. Il y a l'hypothèque conventionnelle. Il y a l'hypothèque forcée, etc., etc. Donc, voilà ce que l'OHADA retient. Et ce que je m'avais vous dire, si vous êtes un professionnel des institutions financières, c'est qu'il faut veiller à ce que les institutions financières dans lesquelles vous travaillez, ces institutions financières puissent inscrire leur action dans le respect de cette légalité des actes uniformes portant sur les sûretés aujourd'hui. Il ne faut pas prendre des sûretés au-delà de ce qui est prévu. OK, merci. Monsieur Nkusu, merci beaucoup André d'être là. Et il voulait savoir si l'injonction de payer ne peut pas clore l'affaire, même si le débiteur réagit. Il peut réagir positivement, s'engager de payer. Pourquoi lancer alors une autre procédure contradictoire dans ce cas? L'injonction de payer, je n'ai pas bien compris la question, mais alors, je peux essayer d'apporter. Attendez, je vais peut-être résumer ça. Il dit, bon, si le débiteur réagit à une injonction de payer, notamment positivement, est-ce qu'on a besoin alors de faire encore, d'ingérer une procédure contradictoire? L'injonction de payer n'est pas une procédure contradictoire et lorsque la juridiction, lorsque vous saisissez en tant que créancier par une requête faite par vous-même ou par un huissier, lorsque vous saisissez le président du tribunal par une requête, il appose à la fin une ordonnance d'injonction de payer que vous avez le devoir et l'obligation, lorsque vous avez envie de recouvrer votre créance, de signifier au débiteur concerné. Lorsque ce débiteur accepte de payer, ne réagit pas au bout de 15 jours, selon les tests, lorsqu'il ne réagit pas, automatiquement, vous introduisez une demande d'apposition de formule exécutoire. Et ce que vous recherchez, vous l'obtenez, c'est-à-dire le titre exécutoire. Donc, il n'est pas question, en ce qui concerne les institutions financières, lorsque le débiteur accepte de payer, d'enclencher même une procédure d'injonction de payer. Ce n'est pas raisonnable parce que c'est une procédure judiciaire. Mais c'est lorsque vous rencontrez des difficultés, lorsque le client ne veut pas payer ou utilise la mauvaise foi pour ne pas payer, c'est en ce cas-là que vous allez choisir une procédure simplifiée parce que l'injonction de payer, c'est une procédure simplifiée qui vous permet d'avoir rapidement le titre exécutoire sans contradiction. Vous voyez? Donc, lorsqu'il accepte de payer, il n'y a pas question d'aller vers l'injonction de payer. OK, donc lorsque le débiteur répond favorablement à l'injonction de payer, il n'y a pas une autre procédure à enclencher. Ce que je voudrais dire, oui, pour clarifier les choses, le débiteur n'a pas à répondre à une injonction de payer. L'injonction de payer est adressée au président du tribunal par l'intermédiaire de son greffe. Il donne une ordonnance d'injonction, il donne l'injonction à la personne. C'est le président du tribunal qui donne injonction, qui demande à la personne avec insistance ce qu'on appelle l'injonction de payer. Et si cette personne estime qu'elle doit payer et que il n'y a pas, disons, il n'y a pas fraude dans la demande et que ce que le client demande et il ne veut pas faire de dilatoire, alors là, il laisse passer, il ne fait pas d'opposition. Vous voyez? Donc, voilà. Merci. Alors, pour le choix du médiateur, M. Nkusu voulait savoir à qui cela revient. Puisque le médiateur doit être indépendant, qui doit le choisir? Le choix du médiateur revient aux deux parties. Et c'est lors de la
rédaction du contrat de prêt, par exemple, qu'il faut choisir ce médiateur. En ce moment-là, il n'y a pas de conflit. Donc, les parties vont s'entendre nécessairement pour choisir quelqu'un qui sera médiateur. La seule chose, et que je pense que c'est déterminant, c'est de choisir quelqu'un de bonne moralité, de choisir un développeur, quelqu'un qui veut participer au développement du pays, au développement des institutions. Donc, c'est cette personne qui a cette carrure-là qu'il faut pouvoir choisir. L'institution financière a son mot à dire, le client également a son mot à dire par rapport à la désignation de cette personne qui doit être indépendante. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, il y a M. Inoussa Oubagé qui me demande quelles sont les formalités pour la matérialisation du fonds de commerce comme garantie et quelle est la fiabilité dans la zone UEMOA. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Non, ce n'est pas l'objet de notre webinaire, mais ce que je peux lui dire, c'est qu'il n'a pas de midi à 14 heures à choisir. Les actes uniformes portant sur les sûretés ont indiqué de façon précise ce qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre en dessous, au-delà de ce qui est prévu. Il faut prendre ce qui est. Il n'a qu'à ouvrir les actes uniformes sur les sûretés rapidement et lire, et il va trouver ce qu'il fallait faire. Donc, moi, ce que je conseille dans ces genres de formation, c'est de conseiller à tous et à toutes de bien vouloir inscrire leur action dans le respect de la légalité. Parce que lorsque vous allez faire des procédures, lorsque vous allez prendre des garanties, des sûretés sous forme de garantie pour les institutions et que ces sûretés-là ne sont pas facilement réalisables, c'est que vous allez compromettre l'avenir de l'institution. Parce que de toute façon, en ce qui nous concerne, toute créance est recouvrable, toute créance, on peut saisir des biens, mais on va rentrer alors dans le cas des créanciers kilographaires et on met en danger le recouvrement qui devient, avec un titre exécutoire que vous avez en même aléatoire. Voilà globalement ce que je peux donner comme conseil. Inscrivez l'action de vos institutions dans le respect strict de la légalité. OK. Merci beaucoup. Alors, la notion, vous avez parlé d'indice de confiance des clients. Monsieur Koussou, vous voulez savoir l'indice de confiance des clients? Non, des institutions financières. OK. OK, d'accord. Donc, vous ne parlez pas des clients? Non, non, non. Alors, je dis, oui, en cette hypothèse, lorsque l'institution financière est en train de mettre en place la procédure globale de mise en place de crédit, cette procédure doit tendre à limiter les impayés. Et cette institution financière, chaque institution financière doit avoir ses indices de confiance. Qu'est-ce que le client doit remplir comme obligation? Qu'est-ce que son chiffre d'affaires doit être comment? Ses fonds propres doivent être comment par rapport au truc net, etc. Pour que moi, je puisse, en tant qu'institution, je puisse lui donner de crédit. Donc, c'est l'indice de confiance que vous avez, c'est interne. Lorsque vous partagez cet indice de confiance, les agents de crédit que vous avez, en complicité avec les clients, vont, disons, détruire l'institution pour vous. Donc, c'est des trucs clairs, des calculs clairs qui permettent d'aboutir à cet indice de confiance. OK, donc c'est comme une notation des clients, hein, en fonction... C'est une notation des clients. Okay, voilà, vous avez compris. C'est une notation, scoring. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a M. Ousmane qui voudrait savoir, est-ce que le médiateur peut contraindre le débiteur à payer? Le médiateur n'a pas la capacité, n'a pas le pouvoir de contraindre un client à payer. Ce qui est certain, c'est que les parties se sont entendues au départ pour désigner un médiateur. Et le médiateur a rendu un verdict. Ce verdict-là va être déposé devant la juridiction pour être, comment on peut dire, en tout cas, on va essayer de déposer ça pour que ça soit exécutoire, que ce soit une loi entre les parties devant une juridiction, on dépose ça devant le président comme une entente, un jugement d'entente. Et
ça devient exécutoire. On peut remettre à un huissier maintenant comme un titre pour pouvoir exécuter. Parce que c'est les deux donc, si je comprends bien, ce n'est pas, une médiation qui se fait entre 4 minutes, entre l'institution et le débiteur, et puis ça s'arrête là. Il faut vraiment donner un saut juridique à ça en allant au tribunal, c'est ça? En en a informé la juridiction, le président du tribunal, qui lui donne une force exécutoire. Parce que vous l'avez fait entre vous, vous avez fait ça dans votre contrat et vous avez mis ça en exécution. Donc, il faut pouvoir apposer un sceau de l'État là-dessus. OK. Il y a M. Ndiaye qui a une question. Je vais lui permettre de s'exprimer. Alors, M. Ndiaye, vous pouvez activer votre micro et vous poser votre question. Il y a beaucoup de choses quand même. Il faut prévoir. C'est pas lui. Monsieur Ndiaye. Activez votre micro et puis posez votre question. Monsieur Ndiaye n'est pas là. Je pense qu'en attendant, nous avons d'autres questions. Il y a monsieur Koutete qui voulait voulait comprendre qu'au moment des saisies conservatoires, il arrive que les députés payent une partie du prêt auprès des huissiers qui restent avec des fonds pour longtemps et développent des arguments autour qu'on ne comprend pas souvent. Que doivent faire les institutions pour entrer en possession de ces fonds encaissés par les huissiers? D'abord pour les huissiers, puisque j'ai exercé cette profession pendant un temps, et lorsque ces huissiers gardent les fonds des institutions, c'est complètement illégal. Ça sort de l'entendement parce que la profession des huissiers est encadrée par des tests. Ils ont les pourcentages qu'ils prennent pour les recouvrements. Et chaque type d'activité menée par un huissier est encadré. Et il paye les impôts là-dessus. Donc, si un huissier, s'il advenait qu'un huissier garde votre fonds et vous êtes certain que le client a payé, d'où le problème de suivi, parce que moi-même, j'ai été confronté à cela dans l'institution, dans 2 institutions dans lesquelles j'ai travaillé au Bénin, ici au Togo, c'est que la première chose, c'est d'écrire à l'huissier pour l'informer du fait que vous avez eu vent de ce que tel client lui a payé telle somme, de bien vouloir vous couvrir de la somme en tant que responsable de l'institution. Là, c'est la direction administrative, mais la direction financière ou bien la direction générale ou exécutive qui fait ce travail. Lorsque vous écrivez à ce huissier qui ne s'exécute pas, c'est facile, vous avez 2 choix. Le premier choix est c'est successif, ce genre de choix-là, parce que vous ne pouvez pas aller devant les juridictions sans passer par la chambre des huissiers. Donc, la première des choses en tant qu'institution, vous n'avez rien contre l'huissier. Vous êtes dirigeant d'une institution, vous écrivez automatiquement, en ce qui vous concerne, vous écrivez automatiquement à la chambre. Moi, j'en ai fait une fois, j'ai écrit à la chambre des huissiers du Bénin ici. Et automatiquement, l'huissier, il réagit. Il n'est pas souvent content, mais il réagit, il va vous payer parce que son job est en difficulté. Deuxièmement, s'il ne réagit pas, la chambre ne réagit pas, lui-même ne réagit pas, vous le poursuivez devant la cour d'appel. C'est le président de la cour d'appel qui est leur chef en définitive dans ce genre de choses. Donc, le président de la cour d'appel va tenter une conciliation, il va l'appeler pour lui dire de payer. S'il ne le paye pas, bon, on va le poursuivre. On a des exemples d'huissiers aujourd'hui qui sont en prison pour ce genre de choses. Bon, plus colossal que ça, mais quand même qui sont en prison. Vous ne pouvez pas prendre l'argent des gens, bien des institutions et dans l'impunité totale sans être punis. Donc, voilà globalement ce qu'il y a à faire. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, d'écrire à l'huissier, de le contacter. Dans un second temps, s'il ne réagit pas, d'écrire à la chambre des huissiers. Dans un troisième temps, si la chambre des huissiers ne fait pas son travail, saisissez le président de la cour d'appel. Vous aurez gain de cause. Merci. Merci beaucoup. On a M. Oussou qui a une question. M. Oussou, merci de votre participation. Vous avez la parole.
Bonsoir, Monsieur Sylvestre. Bonsoir, Monsieur Saïzonou, que j'ai écouté de bout en bout avec grande attention et intérêt. Merci. Alors, de mon expérience, je n'ai pas encore vu dans l'industrie de la microfinance au Bénin celle qui fonctionne ou bien opérationnalise selon les prescriptions de l'OADA. Mais elles sont contraintes à être jugées par les actes de l'OADA lorsqu'il y a abus au niveau des recours. Allô? Il avait été entendu, comité, je ne sais pas si c'est au niveau de la banque, au niveau mondial, qu'il y aura un acte spécifique pour les institutions de microfinance. Avez-vous entendu parler de ça? Où en est ce projet? Ok, M. Saïzonou, est-ce que vous pouvez répondre à cette question de M. Oussou? Oui. C'est des préoccupations permanentes. Et ce que M. Oussou Pierre pose comme question, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Donc, je peux dire que c'est des questions récurrentes. Et c'est des questions qui proviennent même de l'activité de microfinance et des clients à qui nous nous adressons dans cette activité-là. C'est des clients qui n'ont pas généralement suffisamment de ressources pour disposer des titres, pour disposer des sûretés réellement prévues par l'acte uniforme. Mais les États partis à l'acte uniforme travaillent de façon constante. Il y a eu une première révision, il y aura d'autres révisions par rapport à ces sûretés-là. Mais ce que je sais, c'est que chaque État est en train de faire, disons, des efforts à leur niveau en ce qui concerne le Bénin, par exemple, à partir de 2023. Il sera question que pour toutes les terres d'être immatriculées, une terre non immatriculée, plus une terre au Bénin. Donc, les gens sont en train de faire des efforts pour immatriculer leur terre. Ce sera vraiment une véritable avancée par rapport à la prise des garanties immobilières. Pour les autres types de garanties, les garanties immobilières, ces garanties-là existent. Et c'est les institutions de microfinance par rapport aux problèmes de recrutement de clients, aux problèmes de développement de leur portefeuille, qui sont négligents par rapport à ça et qui estiment, en ce qui les concerne pour une grande part, que lorsque elles vont commencer à exiger ce type de garantie, c'est qu'elles n'auront pas beaucoup de crédit. Mais ce que je constate à l'étape actuelle et ce que je peux dire également à l'étape actuelle des textes de l'OADA, c'est que, et du vécu, de mon vécu à moi dans les institutions de microfinance, c'est que ces institutions de microfinance doivent pouvoir inscrire leur action dans le respect de ce qui est dit ici. Si un client veut accéder à leur service, il doit pouvoir s'adapter. Ou les clients les institutions de microfinance créent un fonds pour accompagner certains clients qu'ils jugent capables de supporter les crédits, pour les accompagner à prendre les crédits. Et on a parlé d'indices de confiance également. Si une institution de microfinance met en place ces indices de confiance et estime que ce client-là peut payer, je pense que l'impayé va intervenir très rarement. Donc, c'est à chaque institution de prendre, en ce qui la concerne, des dispositions pour pouvoir supporter ces gens d'impayés. Je sais ce que dit M. Oussou, par exemple, par rapport à toutes les institutions qui existent. Ces institutions essaient de prendre des garanties telles que la caution solidaire, telles qui ne sont prévues nulle part. Mais c'est à leur risque et péril. Et je pense qu'à partir de ce que nous, on donne comme information, des formations qu'on a faites un peu partout, on est en train d'expliquer aux gens et que de fil en aiguille, chaque institution de microfinance doit pouvoir se repositionner par rapport à cet état de choses. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il ne faut pas attendre que les autorités de l'OADA disons, fassent ce que les institutions de microfinance font. Non, il ne faut pas s'attendre à ça parce qu'il y a une logique dans ce qui est fait. Même si ça doit être fait, ça va durer peut-être 20 ans, 30 ans. Beaucoup d'institutions auront le temps de mourir. J'en ai fini. Merci. Okay, merci beaucoup pour cette présentation.
pour ces réponses aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Je n'ai plus de questions dans ma boîte. J'ai la boîte de questions. Alors, il y a M. Messan Kofi qui voudrait savoir combien de temps disposent les SFD pour signifier l'injonction de payer. Pour signifier les... Non, l'injonction de payer, dès que l'institution de microfinance, lorsque l'institution financière, dès lors que l'institution financière a l'ordonnance au fin d'injonction de payer, qui est en bas de la requête qu'elle a donnée pour être signée, c'est que c'est en ce moment-là que dès le lendemain ou quelques jours après, signifie simplement parce qu'on court derrière la réalisation. Notre objectif, c'est de vite réaliser pour pouvoir faire quelque chose, pour avoir de l'argent, pour pouvoir continuer nos activités. Donc, il n'y a pas question d'attendre un délai prévu par les actes uniformes prévus, etc., parce que on va perdre beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un délai dans lequel le client peut faire opposition? Oui, c'est un délai de 15 jours. Le client peut faire, lorsque vous lui signifiez ça, il peut faire opposition. Un délai de 15 jours. Bon, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Il voulait toujours savoir comment amener les clients à faire les remboursements en cette période de crise sanitaire. Bon, je pense qu'on en a parlé une fois dans un autre webinaire. On va y revenir, mais peut-être M. Saizonou a un partage d'expérience par rapport à ça. Non, en termes de partage d'expérience, je n'en ai pas. Mais ce que mes réflexions me font, disons, me font dire aujourd'hui, c'est que il n'y a pas... Les institutions de microfinance sont financièrement trop faibles, très faibles. Donc, et la maladie qui sévit également, la pandémie, est très grave. Ça tue l'homme. Et il faut pouvoir choisir entre la mort de l'homme et la survie des institutions. Moi, je prends parti pour l'homme. Et ce que je voudrais souhaiter, c'est que les institutions microfinance puissent, autant que se faire se peut, mettre en place des procédures liées à la digitalisation pour que les gens puissent payer par mobile money qui existe aujourd'hui, qui est en train de se développer. Il y a 2 opérateurs aujourd'hui au Bénin qui sont en train de développer ce produit. Et beaucoup de nos femmes qui sont membres de ces institutions financières, beaucoup de nos hommes, beaucoup de clients font aujourd'hui les transactions par le biais de la transaction de mobile money, etc. Donc, les institutions doivent travailler à ce niveau pour que les clients puissent payer par mobile money. Et que également, et j'arrivais au-delà de cela, la mise en place de crédit puisse se faire également par ce biais-là également, où on puisse décaisser, débourser les sommes données par ces outils de digitalisation. Je pense que la microfinance, c'est pour terminer, je pense que la microfinance a eu l'occasion à saisir aujourd'hui pour pouvoir s'inscrire résolument dans le développement de la digitalisation de ces activités. Voilà ce que je peux dire. OK, merci M. Saizonou pour ces réponses. Effectivement, c'est des choix à faire. On en a parlé une fois dans notre webinaire. On va revenir sur ça aussi très bientôt dans nos prochains webinaires. Alors, si vous souhaitez vraiment approfondir cette question sur le recouvrement, la disposition de l'OADA, nous sommes disponibles pour des séances plus approfondies, plus détaillées sur la préoccupation. Il suffit de nous contacter à nos adresses et nous allons répondre à vos préoccupations. Nous prévoyons aussi d'autres webinaires au cours du mois de juin et nous serons très heureux de vous voir nombreux pour partager aussi les expériences et vous montrer aussi les compétences, les expertises que nous avons à notre niveau pour répondre à vos préoccupations en tant qu'institution financière. Donc, une fois encore, merci à tout le monde pour la participation. Merci principalement à
M. Saïzonou pour la disponibilité, pour la volonté de partager son expérience dans le domaine avec les participants. Et nous voulons souhaiter que vous avez vraiment aimé ce que nous venons de faire. Vous avez appris beaucoup de choses par rapport à ça. Et comme je dis, nous sommes toujours disponibles pour répondre à toutes vos préoccupations. Vous pouvez nous écrire à nos adresses et nous allons répondre favorablement à vos demandes. Donc, une fois encore, merci à tous pour la présence. Merci aux